Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 4. Bonjour Arwinder et bienvenue à Parenthèse. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, de qui es-tu et que fais-tu? Oui, donc bonjour Julia, merci de m'avoir à cette petite émission dédiée aux parents. Donc moi, mon nom c'est Arvinder Kaur. Je suis j'ai failli dire jeune maman, mais plutôt plus jeune. Je suis une maman de deux enfants qui ont respectivement 9 et 7 ans. Euh, dans la vie de tous les jours, mais je suis agent de liaison communautaire pour un conseil scolaire francophone dans le centre sud-ouest de l'Ontario. Et puis, voilà, ça c'est un job à plein temps. Et l'autre job à plein temps, ben, c'est être maman. Être maman en Ontario anglophone avec voilà, une minorité francophone. Je suis aussi également donc sikh de religion et punjabi de culture. Et je suis belge parce que j'ai grandi en Belgique. Du coup, on essaie un petit peu d'avoir tout ça à la maison avec les enfants. Tu peux parler un petit peu de ton expérience comme enfant. Quand on s'est parlé il y a quelques semaines, tu m'avais raconté ton histoire où tu viens de nous dire que tu avais déménagé en Belgique. C'était quoi ton expérience comme enfant? Alors, en tant qu'enfant, donc juste pour faire un bref récapitulatif, on va dire de la ligne du temps de ma vie, je suis née en Inde, donc dans le nord de l'Inde, dans la province du Punjab. Ensuite, c'était les années 80 et 90 dans le nord de l'Inde, bah, c'était des années assez difficiles avec le génocide contre les Sikhs, donc contre ma communauté. Euh, il y a eu beaucoup, on va dire, de diaspora à ce moment-là, beaucoup de jeunes adultes qui ont fui donc la province parce que ils craignaient pour leur vie, parce qu'ils voulaient la liberté, ils voulaient la justice, etc. Donc mon père en faisait partie. Il est donc venu en Belgique en 1990 en tant que réfugié. En 93, maman, ma sœur et moi, on a suivi. Donc papa, en tant que statut de réfugié, comme je l'ai dit, et on a eu mon petit frère en fait en Belgique. Et puis depuis mes 5 ans jusqu'à grosso modo 23 ans, j'ai vécu en Belgique où on a eu la nationalité belge, on a pu aussi retourner au pays quand le pays était plus stable pour revoir la famille. Donc en gros, je dirais donc plus de 20 ans, c'était en Belgique. Et en Belgique francophone, parce que la Belgique, elle a quand même trois langues nationales, le flamand, le français et l'allemand. Et en fait, donc nous, on vivait dans la province de Liège. D'ailleurs, ma famille est toujours là-bas. Et donc oui, on a appris le français là-bas, on a appris l'anglais là-bas, on a appris le néerlandais, l'espagnol, etc. Mais à la maison, on devait parler aux parents en punjabi. On s'habillait avec des salwar suits, donc vraiment l'habit punjabi, parce que mon père a eu peur que, voilà, maintenant qu'on est dans un pays occidental, on va vraiment perdre la culture. Donc, tous les dimanches, on avait la classe de langue. On avait dicté, etc. Parce que de lundi à vendredi, on était à l'école en français. Notre vie se déroulait en français en dehors de la maison. Alors qu'à la maison, c'était vraiment nourriture indienne. On parlait donc le punjabi entre nous. On se faisait gronder si on parlait en français. Ouais, c'était assez. On a dû jongler en fait avec deux cultures. Puis c'était pas toujours facile parce qu'en plus à l'adolescence on a la crise d'identité. Qu'on soit punjabi ou belge, on l'a de toute façon. Tous les adolescents passent par cette phase-là de leur vie. Et donc, rajoute à ça le fait que, voilà, à la maison, c'était le décor punjabi et quand on sortait de la maison, on était en Belgique. Donc, euh, donc on a développé un petit pidgin, on appelle ça pidgin en linguistique, quand on fait un mélange de plusieurs langues pour en faire une langue à nous. Donc, mon frère, ma soeur et moi, voilà, on conjuguait des verbes punjabi, mais avec des terminaisons françaises.
Vice-versa, c'était assez marrant et avec nous trois qui pouvions comprendre ce que nous disions. Donc voilà. de gens au Canada qui parlent un petit pidgin, mais sans savoir, avec le franglais. Et Oui, on conjugue des oui, verbes, on dit un mot en anglais, mais avec un petit accent français. absolument. Oui, oui. Oui. Et puis tu as remarqué, des fois, même nos enfants, ici, enfin, je le remarque avec les miens, ils ont le mot en français, mais ils vont le conjuguer en fait au passé simple, mais en anglais. Donc, au lieu de dire, par exemple, le verbe, voilà, parler, c'est to talk, mais le verbe qui leur vient, le mot qui leur vient à l'esprit, c'est de parler. Donc, ils vont dire parled. Donc, ils vont vraiment faire un... Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que des fois, on va aller tellement vite pour s'exprimer, ben, eux, ils ont trois langues en plus, donc quelquefois, effectivement, c'est français, punjabi et anglais, et ils font des phrases avec tout ça. Encore une fois, il y a vraiment que mon frère et ma sœur qui peuvent entièrement les comprendre parce que eux comprennent les trois langues. Mais par exemple, quand ils parlent avec leurs cousins, donc mes neveux en Belgique, mes enfants savent qu'ils doivent s'en tenir que au français avec quelques mots en punjabi parce que leurs cousins ne parlent pas anglais. Un accent vraiment différent aussi, l'accent belgique. Mais si toi, tu parles avec un accent belgique, ça doit aider un petit peu. Euh, je m'en souviens. Oui, oui. Alors pour l'accent, en fait, c'est marrant parce que des fois, j'ai un petit peu cette habitude d'être un peu puriste ou élitiste, et puis je dis, ah oui, le français d'Europe, c'est un bon français, etc. Et donc, c'est marrant parce que oui, j'ai mon accent belge, mais, euh, mais mes enfants, ben, ils ont un accent un peu mélangé, dépendamment de qui les enseigne durant l'année scolaire. Parce que, par exemple, quand c'est un enseignant avec un accent africain, ben, ça, il y a des mots qui vont dire dans ce sens-là, l'accent québécois, l'accent franco-ontarien, les fins de mots ne sont pas les mêmes. Mais donc, c'est assez marrant, mais en même temps, euh, je, je suis très reconnaissante d'avoir pu avoir une école francophone donc dans la ville où j'habite, et une école francophone qui est hors pair, franchement, rien à redire. Et ils ont beaucoup appris. Et avec leur papa, quand justement on songeait au choix de l'école, j'avais insisté auprès de lui parce que donc voilà, dans les familles exogames, un parent parle français, l'autre ne parle pas. Et du coup, je lui avais dit, bon, moi j'ai de la famille en Belgique, je veux qu'ils puissent s'exprimer en français avec mes amis, leurs cousins, etc. Mais au-delà de ça, voilà, après la 12e année, je veux qu'ils soient bilingues français-anglais pour pouvoir avoir plus de possibilités au niveau de l'université, du postsecondaire, s'ils veulent rester au Canada, s'ils veulent repartir en Belgique, etc. Donc, on va dire il y a plus de portes qui vont s'ouvrir à eux. Et Oui. oui, et puis donc il était d'accord avec ça. Du coup, oui, ils parlent pas le même français que moi, hein. Ils ont un mélange d'accent qui est assez important des fois. Et pour l'anecdote, je t'en avais parlé déjà, mais c'est quelque chose qui me fait toujours rire. Mais donc, l'année passée, l'été 2023, on est reparti en Belgique pour revoir ma famille, mais après une pause, on va dire, de 4 ans, parce qu'il y a eu Covid, et puis ensuite, il y a eu plein d'autres trucs qui ont fait que la dernière visite était en 2019, et là, donc, les cinq cousins se retrouvent en 2023 avec leurs accents. Donc, franco-ontarien, mi-québécois pour mes enfants. Et puis pour mes neveux, c'était c'était plus ou moins genre 9 ans que ma sœur a passé à Paris. Donc, c'était l'accent français mélangé avec l'accent belge. Et donc, voilà, maintenant qu'ils sont plus grands, on les laisse jouer dans le jardin qui est immense. Et puis là, j'ai mon neveu aîné qui vient me voir et qui me dit oh, tata, Remat, donc ton fils, il a dit un gros mot. Et puis je me suis dit, ah, il connaît pas vraiment de gros mots, que ce soit en français ou en anglais, donc c'est un peu bizarre, mais j'ai dit, attends, panique pas, je vais en parler avec lui. Je me rappelle plus du mot, mais c'était un mot tout à fait normal, mais qu'il avait dit avec son accent franco-ontarien et que mon neveu avait compris tout autre. Donc en fait, c'était c'était rien de grave. Mais on en a ri
parce que oui, c'était juste un quiproquo, un malentendu. Mais c'est marrant. C'est marrant dans le sens où des accents, c'est vrai, dépendamment d'où tu as appris ton français, ou même des mots qui ne veulent pas dire la même chose, etc. C'est assez drôle avec la langue, hein. Je m'en souviens, mes parents me racontent cette histoire tout le temps parce que j'avais pas parlé d'anglais avant que je suis allée à l'école à 5 ans, quelque chose, dans le jardin. Et puis, c'était l'école, on était aux États-Unis à ce moment-là, et puis alors c'était complètement en anglais. Je parlais presque pas de mots d'anglais, mais oh, tu vas apprendre, c'est correct. Et puis, je suis rentrée la première journée, et puis je disais, Maman, il parlait des pets, mais comme les animaux domestiqués, mais moi, disais, oh, on dit pas ça, on ne parle pas de ça à l'école, mon Dieu, là, Oui, j'étais ah là comme, là, oh, oui, qu'est-ce qu'on fait oui, ici? j'étais choquée parce que toi, tu parlais, ben oui, bien sûr, pet et pet, Oui, ben oui. Non, non, c'est Euh, assez drôle, hein, d'une langue à l'autre. oui. Il y a ça, ce que tu viens de dire, Mhm. et puis il y a aussi le fait que le français de Belgique a le même mot que le français québécois ou le français franco-ontarien, mais en fait, le sens a changé au cours des siècles ou au cours des années. Comme par exemple, les gosses, en Belgique, les gosses, c'est les enfants. Bon, voilà, au Québec, j'ai appris que les gosses, c'était les testicules. Oui, c'était assez une conversation assez drôle avec une collègue au travail. Quand j'ai dit, ah, j'ai sorti mes gosses, c'est difficile de, oui, c'est difficile en hiver, tu dois vraiment t'emmitoufler. Donc elle était là, mais quoi, qu'est-ce que tu dis? Oui, Ah. oui, c'est beaucoup de mots comme ça il y a plein de verbes aussi, j'ai appris récemment. En tout cas, c'est assez drôle, hein, faut toujours faire attention, surtout à l'expression de la personne à qui tu parles, parce que dépendamment de comment la personne réceptionne ce que tu dis, tu te dis, attends, il y a anguille sous roche, on va quand même demander ce que la personne a compris. Mais c'est assez drôle. Je voudrais tourner à ton expérience comme enfant. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'expérience d'être enfant des nouveaux arrivants quelque part? Mhm. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent cette expérience qui vont à Absolument. l'école dans la langue dominante, mais Oui, leurs parents peut-être ne parlent pas beaucoup de la oui, langue, de cette langue. Euh, oui. alors, c'était quoi ton expérience? Et puis, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé que tes parents ont fait différemment? Ok, donc tu sais, il y a plusieurs couches à cette question. En fait, je vais voir comment répondre parce que il y a des choses que j'ai reproché à mes parents quand j'étais enfant, puis même jeune adulte. Mais en fait, en devenant parent à mon tour, il y a des choses que je peux comprendre. Et en plus, bon, voilà, j'ai 36 ans, je suis moins impulsive, je suis plus sage. Donc, je comprends aussi que il y a des outils qui sont mis à notre disposition, à nous, génération d'aujourd'hui, enfin, à notre génération, voilà, les gens comme nous, dans notre trentaine, quarantaine, où on va dire qu'on comprend mieux nos habitudes, mais aussi comment l'esprit et le cerveau fonctionnent. On est plus aussi à l'écoute de nous-mêmes et on est aussi ouvert à la thérapie. Donc, quand je compare en fait à la génération de mes parents, déjà à la base qui ont vécu en Inde, puis ensuite, suite à des circonstances hors de leur contrôle, ont dû quitter leur pays, venir en tant que réfugiés en Belgique, ne connaissant pas la langue, bon, ils ont essayé de l'apprendre. Oui, donc ils allaient travailler pendant la journée, ils apprenaient le français en cours du soir avec des camarades de classe qui étaient russes, chinois et autres. Et en fait, ah, quand tu as trois enfants, tu travailles plein temps, apprendre la grammaire française et la conjugaison à cet âge-là, c'est difficile. Donc, je peux comprendre qu'ils aient baissé les bras et je peux comprendre qu'ils aient, comment dire, quitté le cours du soir. Papa, lui, parce que voilà, il travaillait. Il a eu son convenience store, donc son magasin d'alimentation générale, un dépanneur comme ils disent au Québec. Vu qu'il a eu ça, bah, lui,
et qui, en plus, il avait appris l'anglais en Inde. Donc lui, il a fait un mélange de français-anglais, même un petit peu des mots en néerlandais. Il se débrouille très bien. Cependant, maman, à un moment donné, elle est devenue juste mère au foyer, donc elle n'a pas travaillé longtemps. Et elle s'est assez isolée, on va dire, au niveau de... oui, elle parle tous les jours à sa famille, mais c'est une famille qui est en Inde, donc elle ne communique qu'en punjabi. Mais quand il s'agissait du français, j'avoue que depuis l'âge de 8 ans, je fais l'interprète pour mes parents. Donc, quand on va à la banque, quand on allait voir le médecin, quand on allait à l'hôpital. Puis, je t'avais dit, donc, techniquement, la première maison que j'ai achetée, c'était en 2002. Quand on a acheté notre première, donc, on a arrêté de louer, on a acheté une maison. Et donc, chez le notaire, c'est moi qui devais faire l'interprète. Donc, c'était beaucoup de responsabilités, beaucoup. Et, pardon? T'avais quel âge? Peut-être 13, Donc 14 ans? 2000, ouais, en 2002, écoute, j'avais 14 ans parce que je suis née en 88. Donc, comment dire, et ce qui est marrant, maintenant que j'y repense, par exemple, on est tout bêtement une anecdote, hein, mais il y en a eu tellement. Je suis à la poste et puis papa est en train de parler. Et en fait, l'adulte ne savait pas qui regarder parce qu'en fait, l'adulte regardait l'adulte qui m'accompagne, donc mon papa. Et du coup, ce qu'elle vient de dire, je devais le traduire à papa. Puis ensuite, lui devait me dire, voici ce que tu vas lui répondre. Donc vraiment, c'était un espèce de triangle un peu bizarre. Les gens ne savaient pas qui regarder. Est-ce qu'on regarde l'enfant qui est en train de faire l'interprète ou est-ce qu'on regarde... Mais tu sais, Julia, en parlant avec plein d'amis ici, donc qui sont punjabi ou sri-lankais ou même des Coréens, pakistanais, qui sont, on va dire, première génération canadiens, eux, ils ont dû faire pareil, hein. Ils ont dû faire pareil, bon, à un niveau un peu moins important parce que il y a quand même beaucoup d'Indiens qui parlent l'anglais, même dans les villages. Bon, voilà, l'anglais n'est pas donné à tout le monde. Et puis, on parle encore de la génération de mes parents. Euh, donc, oui, ils ont dû faire l'interprète, mais pas au même niveau que moi. Et moi, quand j'étais pas disponible, c'était ma sœur. Donc, en fait, c'était vraiment parce qu'on a que 2 ans d'écart. Et en fait, celui qui a été sauvé, c'est mon frère. Il avait 6 ans de moins que moi. On lui a jamais rien demandé. Donc, ouais, c'était... Mais donc, quand je raconte ce genre de choses-là à mes enfants, ils réalisent pas, enfin, ils sont époustouflés, oui, et ils me posent des questions, parce que j'encourage des questions auprès de mes enfants, mais oui, et puis des fois, ils disent, ouais, leur expression favorite, That's not fair. Et puis je dis, oui, mais voilà, la vie, Pas quelquefois, elle est pas... juste, oui. Oui. Effectivement. Mais donc, voilà, ça, c'était un aspect, on va dire, super important de mon enfance en Belgique. Et puis l'autre chose, oui, encore une fois, c'est des choses que j'ai compris quand j'étais à l'université, mais sur le coup, quand mon père nous forçait à s'habiller avec la tunique et le pantalon punjabi, et que déjà, par notre couleur de peau, on se moquait de nous, et donc tu rajoutes l'habit en plus, oh là là, le racisme, c'était pas gai tous les jours. Mais mais donc, à l'université, un des cours que j'avais pris en master, c'était sociologie. Et donc, quand la prof nous a dit, voilà, une tendance qu'on a remarquée chez les nouveaux arrivants, bon, là-bas, on dit les étrangers. Les nouveaux arrivants, c'est vraiment ici, c'est oui, oui, oui. Oui, on n'y va pas de main morte en Europe. Puis elle disait avec les étrangers, avec la génération qui migre, c'est que il y a 3 tendances. Soit ils se font assimiler, donc l'assimilation, c'est vraiment que tu perds vraiment ta culture de souche. Et en fait, tu te fais complètement assimiler par la culture du pays hôte. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'intégration. Et c'est un peu ça que ma sœur et moi, on a essayé de faire. Donc, l'intégration, c'est tu essaies de garder des choses de ta culture mère, donc de ta culture du pays de départ, mais tout en incorporant la culture donc, du pays hôte. Et ensuite, la troisième, malheureusement, et c'est là que mon père est un peu tombé dans
cette catégorie-là. La troisième catégorie, c'est les nouveaux arrivants qui sont tellement anxieux et ils ont tellement peur, en fait, de perdre leur souche. Et ils ont tellement peur que la génération d'après et puis la génération dans 2 générations, donc, ils ont tellement peur que leurs enfants, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants perdent complètement, bon, ici dans mon cas, c'est la culture punjabi. Eux, ils se raccrochent tellement en fait à la culture de souche que ils sont dans une capsule de temps qui s'est arrêtée quand eux, ils ont quitté le pays. Donc, en fait, mon père, par exemple, à chaque fois parce qu'il insistait qu'on aille chaque été, une fois qu'on a eu la nationalité belge, une fois que c'était sécuritaire pour nous de retourner voir la famille, donc on essayait tous les étés, si pas tous les étés, tous les 2 ans. Et en fait, il s'y retrouvait plus parce que une société n'est jamais comment dire, une culture et une société n'est jamais stagne. Elle change. Et pour certaines, elle change drastiquement au cours de 5 10 ans. Pour d'autres, oui, ça prend plus de temps. Mais en tant qu'être humain et en tant que culture et en tant que communauté, on change. Et en fait, ouais, il s'y retrouvait plus. Même là, par exemple, il compte prendre sa retraite l'année prochaine. Il compte retourner complètement dans son pays d'origine, mais il va être perdu parce que c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas le même confort, c'est pas et puis c'est pas l'Inde des années 90. Pardon, 40 tu peux ans. Ça répéter? fait, ça fait presque 40 ans Oui, qu'il a quitté absolument. l'Inde, Fait mais qu'il a quitté et quand il y retourne, c'est pour y passer, on va dire, le maximum qu'il ait passé de temps, on va dire, de manière consécutive, c'était 3 mois. Mais 3 mois n'équivaut pas à un jour le jour pendant une année, pendant 2 années, tu vois. En tout cas, mais bon, c'est son aventure à lui. Écoute, on verra comment ça se peaufine. non, ton histoire, je pense que ça va résonner avec beaucoup de gens parce que même s'ils ne sont pas, ils viennent pas d'une autre culture, juste être dans la langue minoritaire, quelque part, c'est les mêmes peurs que on a. On veut pas que nos enfants perdent leur langue, on veut pas qu'ils parlent juste en anglais. Et puis j'entends ça Absolument. aussi à l'école, comme les enfants, ils veulent parler juste en anglais entre eux, et puis toutes les choses Oui, qui sont cool, on parle en anglais, et bien puis sûr, bien les émissions sûr. sur la télé. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens, même si c'est pas comme la même expérience, qui vont Oui. Ah, il y a comprendre des ça. Oui. réciprocités, il y a des choses qu'on a en commun. Et c'est ça que je trouvais marrant, en fait. Et j'en parlais avec mes meilleures amies de Bruxelles, bah, qui sont, en fait, bah, elles sont, pour la plupart, elles sont blanches et belges. Il y a une Belge qui est d'origine algérienne, mais tout ça pour dire, j'ai vraiment grandi, en fait, avec des noms punjabis. Tous mes amis étaient blancs, noirs ou l'Asie de l'Est. Enfin, je veux dire, c'était pas des punjabis, c'était pas des blancs. Et, euh, et j'étais l'aînée d'ailleurs de la communauté punjabi pendant on va dire, toute l'époque où j'ai vécu en Belgique. Donc, dans toute la Belgique, il y avait vraiment très peu d'Indiens. C'est vers l'année 2002 ou 2006, je sais plus trop, où il y a eu une politique d'immigration qui a changé et qui a fait que les hommes solitaires, enfin les hommes seuls qui étaient en train de travailler en Belgique et qui renvoyaient l'argent en Inde, ont pu sponsoriser, parrainer leurs femmes et leurs enfants. Donc là, si tu veux, le temple sikh, donc, qui s'appelle un Gurdwara, donc le temple sikh, quand on y allait, ben, avant, il y avait de 1993 à, on va dire, 2000, il y avait entre 5 et peut-être 7 enfants. Et puis après ça, mon Dieu, quand on est retourné, mais il y a des enfants partout. Et puis on était là, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en gros, oui, mon frère, ma soeur et moi, on a grandi majoritairement que avec des Belges. Et puis c'était bien dans un sens parce que quand il posait des questions par rapport à ma culture et ma religion et que j'avais pas de réponse, je rentrais à la maison et je posais la question. Donc ça j'ai aimé parce qu'en fait finalement j'ai appris beaucoup plus par rapport à ma culture et à ma religion que les Punjabis qui habitent ici
et qui sont nés ici, donc à Rexdale, à Toronto, Brampton, Mississauga. Ils sont, donc, ils sont tellement imprégnés de la culture qu'ils se posent même pas de questions par rapport aux traditions, ou par rapport à une habitude, par rapport à plein de choses en fait qu'on fait de manière quotidienne. Alors que moi, ben, il y a des choses auxquelles je pouvais répondre, et puis d'autres, je suis là, ah ouais, ah, j'ai pas la réponse, bon, bah, je vais demander aux parents. C'était assez chouette. Et c'est pour ça que j'encourage en fait mes enfants à poser des questions parce que, oh là là, alors eux, justement, vu que, bon, papa parle français, mais il parle Punjabi. Donc, on a Punjabi en commun. Papa, maman, Punjabi en commun. Mais ensuite, il y a papa parle anglais avec eux, maman parle français avec eux. Puis ensuite, depuis qu'ils vont à l'école, donc depuis la maternelle jardin, euh, le français a pris le dessus. Donc, c'est français, anglais et puis le Punjabi. Donc, ça m'a fait un peu mal au cœur parce qu'ils ont perdu, ils ont beaucoup perdu. Dans le sens où ils comprennent tout ce que je leur dis en Punjabi. Cependant, pour dialoguer, ça leur prend du temps. Voilà, ça leur prend du temps pour retrouver leurs mots. Et, euh, et puis, mon fils, il essaye. Il a 9 ans, il essaye encore. Il fait des fautes, il s'en fiche. Par contre, ma fille, elle est plus gênée parce que elle veut pas faire elle veut pas faire de faute en fait quand elle parle. Et donc, plus tu te braques à ne pas faire de faute, et moins tu lui parles la langue parce que t'as pas envie de faire un faux pas. Et rajoutons à ça aussi euh, que le Punjabi, en fait, on a, si tu veux, Julia, on a une hiérarchie quand on parle, en fait. C'est un peu, le japonais, c'est un peu pareil. Euh, donc, on a les suffixes qu'on met à la fin des mots pour justement montrer le respect. Et dans beaucoup de cultures indiennes, dont la culture punjabi, les aînés, on doit les respecter. Et donc, on a, si tu veux, on a le punjabi soutenu et le punjabi moins soutenu. Tu vois, le punjabi que tu vas parler avec tes frères et sœurs. Et par exemple, nos parents, on les vous voit. On les vous voit. Mais quand je traduis ça en français, je dis jamais à mes amis, ah oui, donc j'ai dit à ma mère, vous savez. Non, je dis, tu sais. Parce que en français, voilà, enfin, tu tutoies tes parents. Donc, Oui, donc mes enfants, voilà, ils savent que en français, on peut tutoyer maman, il n'y a pas de problème. Ils savent que, bah, de toute façon, en anglais, le you, ben, you is very easy. oui, Je veux dire, à la même fois, tu te poses même plus de questions. oui. Et par contre, ils savent qu'en Punjabi, ton, c'est tu et tusi, c'est vous. Donc, ils savent quand même qu'il y a une hiérarchie. Ensuite, euh, on ne blague pas de la même manière, les enfants et moi, en Punjabi qu'en français et en anglais. Le sens d'humour est différent ou Oui, oui. absolument. J'en parlais avec des amis. En fait, en français et en anglais, ils sont beaucoup plus relax. Mhm. Il y a des choses qui peuvent me dire que si on traduit littéralement en Punjabi, moi, si j'avais dit ça à mes parents, j'aurais reçu une claque. Mhm. Ouais, voilà, c'est vraiment genre, c'est pas respectueux. Mais parce qu'on le fait en français et en anglais, ça va, ça passe. En Punjabi, oui, effectivement, dépendamment, il y a toujours un seuil, hein. Il y a un seuil que tu peux atteindre et pas dépasser. Dès que tu le dépasses, c'est genre, ah non, ça va pas. Euh, mais c'est marrant parce que même moi, on en parlait avec mes amis, le sarcasme en Punjabi, mon Dieu, mais j'ai l'impression qu'on le vit et qu'on le respire tous les jours. Alors que en français, quand quelqu'un me parle de manière sarcastique, mais des fois, je comprenais pas. Enfin, je le sentais, mais j'étais là, ah, est-ce que ça c'est un sarcasme, tu vois? Alors qu'en Punjabi, ça vient comme ça. Je le comprends et je le fais en plus. C'est assez marrant. Ah, j'ai l'impression que je pourrais parler avec toi selon, je sais, les différences entre les cultures pendant beaucoup plus longtemps, mais je sais qu'on est presque au Oui, fin de on notre doit temps. garder ça. Ouais. Peut-être qu'on pourrait t'avoir pour un autre épisode dans le futur parce que, comme j'ai dit, comme il y a beaucoup de gens que je pense que ça va résonner, ton histoire va résonner avec eux. Ouais. Mais juste pour finir, j'ai une dernière question que je demande à tous les parents Ouais. avec qui je parle ici. Quel est ton plus grand espoir pour tes... Mhm. Mon plus grand espoir pour mes enfants.
Euh, Ben, mon plus grand espoir pour eux, comme je les vois grandir et puis je les vois développer leur propre personnalité, c'est que plus tard, quand ils sont adolescents ou même jeunes adultes et adultes, je veux qu'ils soient résilients parce que il fera pas beau tous les jours. En ce moment, oui, on vit à Brampton où justement il y a un climat assez calme. Le racisme, ils le ressentent pas. Ils sont dans une école francophone multiculturelle où ils apprennent beaucoup de choses à propos d'autres cultures. Ils s'affirment dans leur propre culture à eux. Ils sont Sikh, Punjabi, Belges, Canadiens, Franco-Ontariens. Donc, ils se développent tout ça. Mais je veux qu'ils sachent aussi que voilà, la vie n'est pas rose tous les jours. Il y aura des moments beaucoup plus difficiles. Et justement, s'ils sont résilients, eh ben, ils pourront, en bon anglais, bounce back. Ils pourront, s'ils tombent, ils peuvent se relever. Donc, c'est ça. J'essaie d'être leur guide par rapport à ça. Je suis très contente qu'ils sont pas en train de vivre le racisme que j'ai vécu parce que c'est quelque chose comment dire, qui forge ton identité, mais qui te rend quand même quelqu'un avec une carapace. J'ai pas envie qu'ils aient une carapace. Par contre, oui, je veux pas non plus aussi que ils croient le premier venu et que je voudrais qu'ils aient un esprit critique aussi. Et so far so good. Écoute, c'est des petits qui apprennent et puis ils ont la joie de vivre, ils ont le goût d'apprendre, ils sont curieux et respectueux. J'espère que voilà, ils vont rester avec ces piliers-là. Et puis ben, on verra dans 5 10 ans où ils en sont. Pour ton temps aujourd'hui. Et puis, je pense que nos éditeurs vont vraiment aimer entendre cet épisode. Merci Ah, encore. c'est gentil, hein. Merci beaucoup, Julia. C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt!